l'association pour cette invitation. Donc, je suis professeur de dermatologie à Montpellier. Je suis à la retraite, comme c'est indiqué là, mais j'ai quand même gardé des activités auprès des agences. La diapo suivante, ces agences, quand on est dans ces agences, en fait, c'est bien parce qu'on a toujours tort. Parce que quand on prend une décision favorable à un médicament, il y a une partie de la population qui dit qu'on est vendu au laboratoire. Et quand on refuse ou qu'on dégrade un médicament, on nous dit qu'on n'a pas d'empathie pour les malades. Donc on a toujours tort, ce qui est assez confortable. Mais on s'en sort quand même. Voilà, je n'ai pas évidemment de lien d'intérêt avec les laboratoires, parce que c'est strictement interdit compte tenu de positionnement dans les agences. Alors, je vais reprendre un petit peu le parcours d'un médicament. C'est quelque chose de très très long. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a, vous patients, nous médecins, pour comprendre cette longueur qui est évidemment complètement en contradiction avec notre revendication légitime de pouvoir se traiter vite ou tôt. Vous voyez que des molécules vont être criblées, vont être ciblées par des chimistes, etc. 10 000 molécules vont être ciblées. Il y en a 100 seulement qui vont être testés en préclinique. Quand je dis en préclinique, ça va être soit sur des modèles in vitro, soit chez l'animal. Et dedans, il y en a 10 qui vont devenir un médicament candidat, 10, et il n'y en a que 2 qui seront un médicament que vous pourrez trouver un jour en pharmacie. Donc on passe de 10 000 molécules à 2 médicaments. Donc vous voyez, et donc bien entendu, toute cette pyramide, pour monter toute cette pyramide, ça prend un temps relativement long. La diapo suivante. Alors, toujours ce parcours. Donc les études précliniques, ça va durer grosso modo 3 à 5 ans. Les études cliniques de phase 1 à 3, c'est-à-dire les premières études chez l'homme, la phase 1, puis les études de phase 3, comme celle que vous a présentée ce matin Thierry Passeron, ça va prendre environ 5 ans, parce qu'il faut bien sûr faire le protocole, obtenir les autorisations, inclure les patients, suivre les patients pendant un certain temps, ne pas se contenter simplement de traitements aigus, mais de voir qu'est-ce qui se passe à long terme, surtout dans les maladies chroniques comme celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc 5 ans de plus. Et puis, il y a la demande de l'autorisation de mise sur le marché, qui est donc délivrée par l'Agence européenne du médicament. Et ça va encore prendre du temps, parce que le dossier va être analysé, va être critiqué, va être évalué, pour voir si le rapport bénéfice-risque est favorable. Le rôle de l'Agence du médicament, c'est de dire ce médicament, il apporte un bénéfice notable, indépendamment d'ailleurs de ce qui existe déjà. Il apporte un bénéfice en lui-même. Et par ailleurs, sa tolérance est acceptable eu égard à la pathologie qu'on va traiter. Bien sûr qu'on ne va pas accepter les mêmes signaux d'intolérance pour traiter un cancer en phase terminale et pour traiter une maladie chronique non mortelle, bien entendu. Ensuite, il va y avoir la demande de remboursement qui est évaluée par la HAS. Et la HAS a 90 jours pour donner sa réponse. Est-ce que ce médicament peut ou doit être remboursé par la solidarité nationale? Les critères de remboursement, ce sont des critères d'efficacité du produit et de meilleure efficacité par rapport à ce qui existe sur le marché et de qualité de la démonstration de cette efficacité. Et ensuite, eh bien, la fixation du prix va se faire par le Comité économique des produits de santé. C'est un comité qui réunit à la fois des administratifs, également les caisses, les payeurs, donc les caisses d'assurance maladie, mutualité sociale agricole, CPAM, et les industriels. Et la négociation peut être très longue. Et là, il n'y a pas de limite sur le délai pour obtenir ce prix. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, parce que vous pouvez avoir un médicament qui a eu l'AMM 2 ans, plus 90 jours, plus etc. Et bien qu'il ait l'AMM, il n'est toujours pas remboursé au bout de 3, 4 ans. Et ça pose ça des vrais problèmes. Diapo suivante. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer quand même, nous, de savoir comment est-ce qu'on peut accéder précocement ou de manière compassionnelle à ces médicaments qui ont prouvé, par ailleurs, qu'ils étaient efficaces. Il y a 3 moyens d'accès. Il y a les essais cliniques, je vais aller assez rapidement dessus, les accès précoces et surtout les accès compassionnels. La suivante. Alors, les essais cliniques, bien sûr, c'est la première solution pour essayer d'avoir très tôt un médicament innovant. Par définition, s'il y a un essai clinique, c'est que le médicament est innovant. Par contre, il y a des degrés d'incertitude. Si on fait l'étude, c'est parce qu'on veut savoir si ce médicament est efficace, voire plus efficace qu'un autre produit. Donc, bien sûr, il y a une prise de risque pour le patient qui s'engage dans un essai clinique si jamais le nouveau médicament était inférieur au médicament contrôle.
Par contre, l'encadrement est extrêmement strict, il y a un consentement éclairé, il y a une information extrêmement précise qui est donnée et qui permet tout de même une sécurité maximale. Et un certain nombre d'affaires ont défrayé la chronique ces dernières années sur des essais qui ont été faits de manière sauvage, où là, bien entendu, c'est tout à fait condamnable. Mais les essais qui sont actuellement proposés par les industriels ou les académiques permettent d'avoir toutes les garanties de sécurité. Et ça permet bien sûr d'avoir une prescription très en amont de l'AMM, et encore plus du remboursement, quelquefois plus de 5 ans avant. Donc c'est sûrement un moyen extrêmement efficace d'avoir tôt un médicament, à condition d'accepter cette prise de risque et d'accepter quelquefois, par exemple, la randomisation versus un placebo, c'est-à-dire versus un produit dont on sait qu'il n'a pas d'activité. Alors, est-ce qu'en France, on est assez râleurs globalement, mais néanmoins, c'est quand on regarde le nombre de protocoles de recherche clinique académiques, c'est-à-dire faits par les instituts de recherche, INSERM, CNRS ou les universités, ou la recherche industrielle en 2022 en Europe, c'est des données de l'AFRO. L'AFRO, c'est l'association française des CRO, c'est-à-dire des structures qui chapeautent, qui organisent, qui contrôlent, qui gèrent les essais cliniques. Donc c'est une association tout à fait indépendante. Ben, vous voyez que le nombre de protocoles de recherche clinique, en France, on est à 2183, bien plus que l'Allemagne, plus que l'Angleterre, plus que l'Espagne. Donc on a une quantité d'essais cliniques proposés aux patients en France qui est tout à fait considérable. La diapo suivante. Donc si on se focalise sur la cancérologie, qui n'est pas directement votre problème, mais qui est très souvent cité en exemple, vous voyez là aussi que soit en 2021 ou 2022, le nombre de protocoles de recherche clinique est très élevé en France par rapport à nos amis européens. Alors, donc ça, la recherche clinique, c'est un bon moyen d'avoir accès tôt aux médicaments nouveaux. On avait auparavant des règles d'accès précoce avant 2021 qui étaient complexes et peu lisibles, parce qu'on avait au moins 7 systèmes qui permettaient d'avoir accès à ces médicaments de manière plus précoce que la voie standard. Mais c'était néanmoins efficace, et là aussi je vais vous donner un exemple tiré du cancer. Entre 2009 et 2019, pour le mélanome, il y a eu 3 médicaments qui étaient proposés en recommandation temporaire d'utilisation, 13 médicaments en autorisation temporaire, et vous voyez que la mise à disposition, pour le Vemurafenib par exemple, un médicament anti-mélanome, les patients pouvaient bénéficier 415 jours avant l'AMM européenne et 207 jours avant l'AMM de la FDA, donc l'AMM américaine. Donc vous voyez que là aussi, on dit souvent en France, mais on n'a pas accès aux médicaments, etc. Si, on peut avoir, et on a relativement bien accès aux médicaments grâce à ces processus. Et vous voyez donc que même par rapport à la FDA, eh bien, on peut quelquefois avoir, avant même les Américains, ces produits. La diapo suivante. Alors, aujourd'hui, les législateurs ont essayé de simplifier un peu cet accès précoce avec deux grands chapitres. D'une part, l'accès précoce proprement dit, qui peut être demandé par l'industriel soit en pré-AMM. L'AMM n'est pas encore délivrée, mais on estime qu'il y a des preuves pour que ce médicament soit donné aux patients en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle l'accès précoce pré-AMM, ou AP1. Ou bien ça peut être en post-AMM, mais avant la décision du remboursement et la fixation du prix. C'est ce qu'on appelle l'AP2. Et puis, deuxième voie d'accès aux médicaments, c'est la prescription compassionnelle. Donc soit une autorisation de prescription compassionnelle dont je parlais très peu parce que c'est très individualisé, mais surtout le cadre de prescription compassionnelle qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui en ce qui concerne le vitiligo. La diapo suivante. Alors les accès précoces, c'est l'industriel qui va déposer ou qui va s'engager à déposer une demande d'AMM et qui va demander de pouvoir bénéficier d'un accès précoce. Progrès par rapport à la situation antérieure, c'est un portail unique à la NSM et à la HAS, et il y a des critères, bien sûr, d'éligibilité. La NSM, elle va juger, est-ce que c'est efficace et sûr, et donc, est-ce que ce médicament peut être donné de manière efficace et sûre, et que ce bénéfice BR, le bénéfice risque, est présumé favorable. Ça, bien sûr, c'est indispensable, c'est un préalable absolument indispensable pour que ce médicament puisse être donné à des patients. Et la HAS, elle va déterminer 4 facteurs complémentaires. Est-ce que c'est pour traiter ou prévenir ou diagnostiquer une maladie rare, grave ou invalidante? Il manque un invalidant. Donc c'est rare, grave ou invalidant. Et, bon, alors rare, c'est assez simple. Grave, c'est assez simple. Invalidant, vous voyez qu'on peut recouvrir énormément de choses. Et en particulier, presque toutes les maladies de peau sont des maladies qu'on peut considérer comme invalidantes. En tout cas, c'est très facile à plaider.
pour lesquels il n'y a pas de médicaments disponibles sur le marché. C'est sûr que si vous avez déjà plein de médicaments qui sont disponibles, qui ont déjà l'AMM, on ne va pas être très pressé d'en rajouter de manière impérative un supplémentaire. Par contre, s'il n'y a pas de médicaments disponibles, et bien sûr, ça a toute sa place. Le traitement, par ailleurs, ne peut pas être différé. Et enfin, il faut que la spécialité soit présumée innovante, non pas tellement par son mécanisme d'action, mais surtout par le fait qu'elle apporte un bénéfice clinique qui est substantiel par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Et par contre, ces accès précoces ne doivent pas compromettre la participation des patients aux essais en cours. Et il peut arriver que lorsque plusieurs essais sont en cours, on ne délivre pas d'accès précoce pour favoriser l'inclusion dans les essais cliniques. La diapo suivante. Sur les petits bilans sur les 50 premiers accès précoces qui ont été délivrés, puisque tout ça, ça a commencé seulement en juillet 2022, vous voyez qu'il y a eu des refus en pré-AMM, il n'y en a eu que 5, des refus post-AMM 5, par contre 25 octrois post-AMM et 15 octrois pré-AMM, donc c'est globalement, il y a une possibilité par ce biais-là d'obtenir beaucoup de médicaments, de mettre à disposition des patients beaucoup de médicaments. Et beaucoup de ces médicaments ont par ailleurs des améliorations du service rendu de niveau 3, c'est-à-dire relativement important, puisqu'il y en a 12 parmi eux qui ont eu un ASMR 3. Et le délai de réponse a été rapide, ça a été de 60 jours. Et avec l'épidémie de Covid, on a été encore plus rapide, puisque le délai était de 35 jours, alors que réglementairement, on a 120 jours pour répondre à une demande d'accès précoce de laboratoire. La suivante. Alors, les caractéristiques des dossiers clôturés sur les premières demandes, 111 dossiers clôturés, 90 décisions favorables, 21 décisions défavorables. Donc là aussi, vous voyez quand même que très majoritairement, les autorités sanitaires délivrent ces possibilités d'accès précoce. 36 décisions favorables en pré-AMM. Donc pré-AMM, vous voyez que c'est très précoce, parce que ça veut dire que l'Agence du médicament européenne n'a pas encore évalué ce rapport bénéfice-risque. Et donc il y a une prise de risque qui est claire de la part de l'AHS pour dire quand même ce médicament a montré tellement de bénéfices qu'il faut le donner tôt aux patients. Et dans les post-AMM, 54 décisions favorables et seulement 12 décisions défavorables. Donc plus de 80% des dossiers obtiennent des décisions favorables. La diapo suivante. Là aussi, ça permet quand même d'être assez compétitif sur le plan européen. Vous voyez ici les améliorations en mois par rapport à nos collègues européens, Espagne, Royaume-Uni, Belgique notamment, où la France met à disposition des patients des médicaments plutôt que dans d'autres pays d'Europe. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que plus l'intérêt du médicament est grand, ASMR 1 à 3, donc les bandes bleues, plus le délai est important par rapport à plusieurs pays. Dans les diapo suivantes. Alors, le deuxième cadre qui nous intéresse, c'est la prescription compassionnelle. Donc ça concerne soit des médicaments sans AMM du tout. Donc ça, c'est de l'autorisation d'accès compassionnel. Ça concerne, en fait, c'est des décisions très individuelles entre un prescripteur et l'agence. Donc je ne vais pas le développer ce matin, ça a moins d'intérêt que ce qui nous intéresse, c'est les médicaments hors AMM. Vous savez que tout médecin a le droit de prescrire un médicament hors AMM. Simplement, il doit en informer le malade, il doit l'indiquer sur son ordonnance que la prescription est faite hors AMM, et normalement, la sécurité sociale ne rembourse pas ce médicament puisqu'il n'a pas son AMM. Et donc ça aboutit dans des situations où certains médicaments sont réputés utiles pour une maladie, mais non pas l'AMM, eh bien, le patient est pénalisé puisqu'il ne peut pas être remboursé. Et donc le législateur a mis en place un système qui est le cadre de prescription compassionnelle, qui permet de faire en sorte qu'un médicament qui a prouvé qu'il était intéressant dans une maladie, mais qui n'est pas passé par la voie longue de l'EMA, la NSM, etc., de pouvoir être accessible aux patients et remboursé pour le patient à 100% par la sécurité sociale. La diapo suivante. Alors, donc les objectifs de ce cadre de prescription, c'est d'avoir accès aux nouvelles molécules présumées efficaces dans des maladies graves, rares ou invalidantes, toujours le même refrain. Ça permet un accès au traitement avec AMM dans d'autres pays, mais qui ne serait pas disponible en France. Et ça permet d'encadrer le hors AMM, c'est-à-dire de sécuriser cette prescription, aussi bien pour le patient, parce que quand on va lui donner ce médicament, on peut lui apporter les éléments de preuve que le rapport bénéfice-risque est favorable. Ça sécurise également le médecin, puisque vous savez que chaque fois qu'un médecin prescrit en hors AMM, il prend un risque médico-légal qui n'est pas négligeable. Alors, donc ça concerne des médicaments qui n'ont pas d'AMM dans l'indication considérée, mais dont l'ont dans d'autres indications.
pour lequel il est peu probable que le laboratoire demande une AMM parce que le laboratoire n'a pas d'intérêt financier à la demander, soit parce que c'est un médicament déjà ancien, soit parce que la population qui va être traitée est relativement limitée et que sur le plan commercial, économique, etc., ça ne l'intéresse pas. Bien entendu, il faut que la preuve de l'efficacité soit faite et il faut que le profil de tolérance soit favorable. La diapo suivante. Alors ce cadre il est délivré seulement par la NSM dans une indication précise, sur la base d'un dossier scientifique argumenté. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est nouveau, c'est qu'il peut être demandé certes par les instances réglementaires, hein, l'assurance maladie, la Direction générale de la santé, etc., mais aussi par les agences directement, et aussi, et ça c'est nouveau, par les centres nationaux professionnels, donc par les sociétés savantes, si vous voulez, médicales, ou les centres de référence maladies rares. Et là c'est très important qu'il y ait une bonne correspondance entre les professionnels de santé, les sociétés savantes et les associations de patients pour identifier les situations dans lesquelles il y a un besoin et pour lesquelles un médicament qui est utilisé hors AMM pourrait être sécurisé. La diapo suivante. Alors, bien sûr, pour bénéficier de ce cadre, il faut un engagement du laboratoire à fournir le produit. Et je vais vous expliquer pourquoi on est en difficulté avec le tacrolimus. Une fois la décision positive prise par la NSM, la délivrance s'impose au laboratoire. Bien entendu, il y a une négociation avec le laboratoire, mais une fois que la NSM a dit, sur la base du dossier scientifique proposé par les sociétés savantes et que nous avons nous-mêmes à NSM analysé, on considère que ce cadre de prescription compassionnelle s'impose, le laboratoire doit fournir le produit, il ne peut pas le refuser. Le financement est à 100% par l'assurance maladie, sur la base du tarif des autres indications, hein, c'est le même tarif. Et par contre, il y a une petite contrepartie, c'est qu'il faut remplir un protocole d'utilisation temporaire. Ça, c'est du travail supplémentaire pour les médecins prescripteurs. Et bien sûr, il faut informer le malade du statut de médicament prescrit, qui est un médicament prescrit dans le cadre de prescription compassionnelle. Il faut le dire. Donc ces cadres de prescription, vous voyez, si on regarde, ça touche à peu près toutes les zones de la médecine. Il y a beaucoup de cancérologie, beaucoup d'hématologie, cancérologie, et puis ensuite toutes les disciplines sont plus ou moins représentées. Diapo suivante. Alors, si on regarde ce qui s'est passé là-dessus en France, il y a 3 dossiers qui sont en cours ou terminés. Le thalidomide et l'érythème polymorphe sévère résistant, eh bien, depuis le 6 mai 2022, les médecins peuvent prescrire le thalidomide aux gens qui ont un érythème polymorphe sévère résistant, qui m'a dit qu'il est très handicapante, très gênante, avec des lésions intrabuccales, des lésions sur le corps, etc. Et donc le thalidomide est devenu disponible. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est tacrolimus et vitiligo. Hein, vous savez qu'il y a pas mal d'études sur le tacrolimus qui montrent qu'il y a un bénéfice de ce produit pour traiter le vitiligo, encore plus bien sûr si on associe des UV, comme ça a été dit ce matin. Ça a fait la preuve que c'est non inférieur à la corticothérapie, et c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, hein, et que si la corticothérapie n'est pas supportée ou s'est révélée inefficace, c'est bien de pouvoir disposer du tacrolimus. Il y a des méta-analyses qui montrent l'efficacité. Il y a l'essai que Julien a coordonné et qui montre très clairement un bénéfice du tacrolimus, notamment sur les vitiligo du visage. Et donc, il y a tout un dossier qui a été monté par la Société française de dermatologie et le centre de preuve de la SFD, qui a été déposé donc à la NSM. Et la NSM a donné un avis favorable à ce cadre de prescription compassionnelle. Et donc ce cadre a dû être publié en janvier. Malheureusement, un des laboratoires qui doit fournir le produit, et donc vous avez vu que la fourniture du produit s'impose, a eu un problème sur sa chaîne de production qui a empêché que le produit soit disponible. Donc on est toujours en attente que la chaîne de production devienne efficace pour qu'on puisse bénéficier du cadre de prescription compassionnelle pour le tacrolimus dans le vitiligo. J'espère que ce sera le cas à la rentrée. Donc ça risque de se décoper avec le ruxolitinib. Bon, c'est pas très grave. Hein. Encore une fois, plus on a de médicaments à notre disposition, mieux c'est, surtout dans une maladie où on n'est quand même pas très très riche. Mais donc ça devrait voir le jour. En tout cas, vous serez tenu au courant en temps réel sur l'évolution de ce dossier. La chaîne de production devrait redémarrer début juin. Donc on est début juin. Mais le temps que tout se remette en place, que les contrôles qualité soient effectués, etc., ça ne deviendrait fonctionnel, a priori, qu'à la rentrée, en tout cas, on l'espère. Et puis il y a un autre cadre de prescription compassionnelle en dermatologie qui est l'itraconazole et l'éthène de l'enfant. L'instruction est terminée. Les laboratoires doivent donner leur réponse sur leur accord ou non. Et ça devrait être réglé assez vite, mais ça ne vous concerne pas vraiment aujourd'hui.
Alors vous voyez que cette réforme, donc, elle a permis quand même d'augmenter de manière considérable le nombre de patients qui peuvent bénéficier de ces accès précoces ou compassionnels. 21 000 en 2019 et 52 000 en 2022. Je pense qu'on a là des textes réglementaires qui sont extrêmement intéressants pour, encore une fois, vous permettre d'avoir des médicaments plus tôt que la voie traditionnelle, ou bénéficier des médicaments qui existent déjà, qui sont prescrits, mais dans un statut un peu bâtard d'or AMM et surtout non remboursé, alors que maintenant on peut éventuellement obtenir des remboursements. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Bonjour. Par rapport aux ordonnances, quand il pourra être remboursé, on ne pourra pas venir avec, entre guillemets, une ancienne ordonnance où il y a marqué hors AMM, j'imagine. Non, bien sûr que non. Il faudra une ordonnance spécifique en marquant que c'est dans le cadre de prescription compassionnelle. Hein, et donc le pharmacien vous délivrera le produit dans ce cadre-là. Il n'y aura pas de problème. Il ne faudra plus mettre hors AMM, bien entendu. Hein, oui, bien sûr. Non, le but, c'est que vous puissiez être remboursé. D'autant que le tacrolimus, ce n'est pas donné. Hein. Enfin, il n'y a plus beaucoup de médicaments donnés. Et est-ce que les pommades corticoïdes sont dans le cadre compassionnel ou pas? Non, les traitements cortisoniques sont remboursés. Le problème des très vieux médicaments, et la corticothérapie locale c'est un très vieux médicament, c'est que, si vous voulez, c'est considéré comme d'usage classique. Hein, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. On ne va pas monter un dossier pour un cadre de prescription compassionnelle, c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Tout le monde utilise aujourd'hui la corticothérapie et il n'y a pas besoin, c'est remboursé, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Et puis, par ailleurs, sur le plan économique, pour l'assurance maladie, le coût est relativement minime par rapport au tacrolimus. Oui, par rapport au tacrolimus, il y a jusqu'à 2 ans, tout était remboursé. Enfin, moi, j'étais tout remboursé, j'avais rien à charge. Et cette année, j'ai 10 € par tube. Alors, oui, alors bon, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Oui, il y a une dame, c'est tout le contraire devant. Hein. C'est la question. Non, je vous explique. Le tacrolimus, c'est un médicament qui a l'AMM dans la dermatite atopique. D'accord ? Et il doit être prescrit théoriquement sur une ordonnance de produits d'exception, un papier bleu. Sur cette ordonnance de produits d'exception, moi, prescripteur, je suis obligé de cocher une case en disant « Je certifie que je prescris bien ce produit dans le cadre de l'AMM ». D'accord ? Donc, si votre prescripteur fait ça, c'est sa liberté. Il fait juste un faux. Ça vous permet d'être remboursé, mais il fait un faux. C'est son problème, hein, ce n'est pas le vôtre et ce n'est pas le mien. Mais voilà, donc effectivement, il y a un certain nombre de médecins qui utilisent des ordonnances d'exception pour le vitiligo en certifiant qu'ils l'utilisent dans le cadre de l'AMM. C'est un faux. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Il n'est pas vu, pas pris. D'accord ? L'avantage pour vous, c'est que vous êtes remboursé. Voilà. Et normalement, dans le vitiligo, la règle de l'assurance maladie et du code de la santé publique, c'est que vous devez faire la prescription de tacrolimus pour le vitiligo sur une ordonnance standard, hein, classique, avec marqué hors AMM. Le pharmacien est censé vous délivrer le produit hors AMM. Et par contre, vous avez été averti par le médecin et par le pharmacien que vous ne serez pas pris en charge. D'accord ? Voilà. C'est pour ça que c'était la question à ne pas poser. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais vous demander par rapport à ces cas de prescription compassionnelle, le médecin, comme il prend un risque médico-légal, il n'est pas évident de trouver un médecin qui prenne déjà ce risque. Et est-ce qu'il faut un degré de gravité, soit psychologique, soit réel, pour que cette prescription soit faite? Oui, dans la mesure où le médecin prend un risque. Alors, dans le cadre du cadre de prescription compassionnelle, la gravité ou le handicap, il est générique à la maladie. Il n'est pas de niveau 1 pour Madame Truc, de niveau 2 pour Monsieur Machin, etc. Hein, à partir du moment où le cadre est délivré, c'est parce que l'agence considère que la maladie est invalidante et que le cadre de prescription compassionnelle s'applique. Et l'intérêt du cadre de prescription compassionnelle, encore une fois, il est double. Pour le patient parce que ça permet le remboursement, et pour le médecin parce que ça permet justement de sécuriser sa prescription et de ne pas prendre de risque médico-légal. D'accord ? Contrairement à la prescription hors AMM, où on peut toujours vous reprocher de ne pas avoir averti le patient que vous étiez en hors AMM, de ne pas avoir bien indiqué dans le dossier que vous étiez en hors AMM, donc s'il y a un effet secondaire qui n'était pas prévu ou qui est grave, etc., ben vous pouvez
en tant que médecin, effectivement, avoir des poursuites, bon, qui se terminent bien ou qui ne se terminent pas bien, ça c'est un autre problème. Mais voilà, donc le cadre de prescription, il a vraiment cette double sécurisation du patient et du prescripteur. C'est ça son gros intérêt. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.